Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve aujourd'hui pour notre 12e live qui va être dédié aux questions, à la réponse aux questions du bootcamp, puisque du 13 au 17 mai dernier, le CEMU a accueilli notre bootcamp, donc notre formation intensive à la ludopédagogie. On avait 16 participants, on a fait notre dernier live pendant à la fin de la Game Jam qui a donc presque clôturé la semaine. Et donc les participants ont présenté leurs travaux. Aujourd'hui, on va avec Jérôme Legris-Pagès et Damien Leroy, qu'on je retrouve sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Florine. On va essayer donc de répondre aux questions qui ont été posées par les participants pendant la semaine, qu'on a ici sous la forme de post-it. Et donc, on a identifié 5 grands thèmes dans les questions qui nous ont été posées. Donc, la question des ressources qui sont à disposition en ludopédagogie, la question du débriefing, celle de l'acculturation au jeu, des questions qui concernent la game jam en elle-même ou tout ce qui est conception de jeu, et puis une question sur le jeu de rôle en contexte pédagogique. Est-ce que vous êtes prêts? Carrément. Je finis mes textos. Bien sûr. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à nous poser également vos questions et puis à réagir à celles qui ont déjà été posées. Donc, on commence avec des questions concernant les ressources ludopédagogiques. Et une première question qui portait sur les profils de joueurs et notamment sur les affiches. Je ne sais pas si on voit certaines à l'écran. Donc, les affiches de la méthode Loop. Et est-ce qu'il y a sur les affiches des informations sur les profils des joueurs dans la méthode Loop? Je peux commencer à répondre, à la limite tu complètes. L'idée donc sur déjà tous les supports, donc les affiches, tous les supports qui ont été présentés pendant la semaine ont été envoyés par mail. Donc voilà, toutes les affiches sont de toute façon à disposition. Et on retrouve donc sur la partie Play Design eh bien, plusieurs modèles en fait de classification des profils motivationnels de joueurs. Ceux qui ont été présentés pendant la semaine. On a beaucoup parlé du modèle de Bartle. Mais voilà, on a ces informations-là en tout cas à disposition. Et avec en indication le test auquel ils font référence. Puisque pour certains, il existe un test. Je pense au modèle Quantic Foundry, le modèle de Nikki. Il y a un test à disposition sur le site app.quanticfoundry, quelque chose comme ça. Et il y a un modèle jeu vidéo, enfin profil motivationnel de joueurs de jeux vidéo ou profil motivationnel de joueurs de jeux de plateau. Mais en tout cas, voilà, ces ressources sont à dispo sur les affiches. Merci Damien. Et en ligne. Sous licence Creative Commons. Ouais. Alors, on enchaîne avec une question. Quelles sont les principales ressources permettant de travailler la réflexivité suite à un jeu? Quelles ressources? Oui. En fait, je pense que ça fait référence au fait qu'à la fin d'une expérience de jeu, on puisse structurer la façon dont on va construire son temps d'observation réfléchi. Si on est dans le modèle de David Kolb, là, on est vraiment sur l'étape 2. Donc avant de se lancer vraiment sur une transférabilité dans un cadre d'enseignement ou dans un cadre professionnel, d'expérimentation plus authentique, il y a un moment où, de façon vraiment impérative, il faut laisser du temps pour que ce qui vient de se passer, ça percole quelque part et que de l'excitation, de l'émotion, on puisse aller sur une vraie réflexion de qu'est-ce qui vient de se passer, comment j'ai interagi avec les autres, qu'est-ce que j'ai appris, Et donc là, nous, on a un document qu'on utilise, et c'est pareil, qui est aussi exploitable sous licence libre, qui structure un peu je vais te laisser le présenter. Que ce soit un document de ce type-là ou un autre, peu importe, mais je pense que c'est utile d'avoir une trame qui guide le protagoniste, le joueur, la joueuse, qui vient de faire cette expérience de jeu, pour éviter d'aller sur... Finalement, ce qui ne sera pas tellement le plus utile comme commentaire, c'est j'ai aimé, j'ai pas aimé, ce qui est souvent corrélé en plus à la victoire ou pas dans la partie ou à la difficulté. Donc de pouvoir avoir quelque chose qui structure avec différents thèmes et qui va quelque part aussi, qui finit sur quelque chose qui va être utile.
quand on fait réfléchir, c'est bien, je cite toujours Paul Valéry, et l'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. Donc, quelque part, c'est que cette phase de réflexion, elle va amener finalement à agir. Ouais, on aurait presque pu l'arranger en fait dans la partie débriefing, mais là c'était le tag ressources et donc voilà. Ça vaut. Bah non, mais c'est parfaite transition, mais en plus on y reviendra. De toute façon, il y a des questions un peu plus pointues sur le débriefing. Ouais, complètement. Après, mais là, en tous les cas, sur la ressource, la petite fiche, le guide d'analyse de jeu, on l'a présenté pendant la semaine. On avait déjà dû en parler quelques fois en live, mais l'idée c'est de faire le lien entre les joueurs, leur nombre, la durée de la partie, donc la modalité de jeu. Une appréciation dans un premier temps des règles du jeu, de ce que l'on a aimé dans le jeu, à quel joueur ça s'adresse. Donc on interroge un profil motivationnel de joueur plutôt selon Bartle, là en l'occurrence. Puis ensuite, on identifie les mécaniques de ce jeu en suivant la fiche plutôt comment joue-t-on. Donc on vient structurer comment on gagne, un tour de jeu, les potentiels d'action des joueurs, les résolutions, les phases d'incertitude. Et toutes ces mécaniques ensuite vont former un ensemble cohérent. Et on vient les corréler à la fin aux compétences que l'on a identifiées comme étant potentiellement mobilisables dans ce jeu, avec une articulation verbe de compétence, contextualisation, verbe d'action, objet de l'action et contextualisation, pardon. Et enfin, le positionnement d'une séquence ludopédagogique mobilisant ce jeu, savoir si ça se situe plutôt en phase d'initiation, en phase d'approfondissement ou en phase finale. Et donc avec tout ça, on se retrouve avec au moins une première pierre, une première brique dans l'animation d'un débriefing. Et ça renvoie vraiment aussi à cette acculturation ou ce développement de la littératie ludique et vidéoludique en plaçant du vocabulaire, en sensibilisant au vocabulaire, de la même façon que si je ressors d'une expérience cinématographique ou si je lis un roman, eh bien, je vais être bien plus précis et exact dans ce que je cherche à dire. Si j'ai un peu de vocabulaire, si j'utilise les bonnes figures de style, les bons effets de caméra, voilà, mes interlocuteurs, mon analyse, elle sera plus riche. Et surtout, je pourrais faire des comparaisons avec d'autres et puis me repérer aussi dans la littérature. C'est une excellente transition avec la question suivante qui porte sur notre base de données de jeu, ou en tout cas sur l'existence d'une base de données de jeu. Et en l'occurrence, donc, il y en a une qu'on avait notamment déjà présentée en live. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une database avec une entrée par compétence jeu? Et surtout, oui. Voilà. Et surtout, est-ce que donc celle que nous développons permet cela? Et comment connaître le vocabulaire en tant qu'enseignant? Donc, notamment, j'imagine comment la question du lexique permet de... est-ce qu'il faut avoir du lexique pour pouvoir bien utiliser la base de données? Peut-être une première partie un peu fonctionnelle sur cette base de données, et puis je te laisse compléter ensuite. La base de données telle qu'elle existe pour l'instant sur OSF, Open Science Framework, si je ne me trompe pas, elle est figée et nécessite en fait des exports réguliers de notre part. Donc pour le moment, là, c'est la version la plus à jour qui est sur Internet. Elle est requêtable en se servant des filtres de chaque colonne. Donc dans un premier temps, je dirais, oui, il y a besoin de vocabulaire et de lexique, mais on est guidé par l'interface et les critères qu'on a définis nous en amont, savoir... pour la partie compétence, en tout cas, le verbe d'action, l'objet de l'action, puis la contextualisation. Donc, on a une colonne par mot-clé et une colonne qui regroupe la compétence en entier. On a fait une colonne également par mécanique, par tour de jeu, mais éléments de structure de jeu. On a fait une colonne par... durée de jeu, on a essayé de critérier le plus possible pour avoir un grain plus ou moins fin en fait dans ce tableau, libre à chacun après d'avoir une entrée différente par colonne. Et en ligne, ce sont des entrées, une ligne égale une entrée d'un jeu testé.
Et derrière, ce qui va être intéressant, une fois que la base va commencer à grossir, ça va être de pouvoir utiliser justement des modèles de LLM, des modèles d'intelligence artificielle générative pour pouvoir faire des connexions entre des formulations voisines, mais qui seraient malgré tout différentes et qui aboutiraient à ce que ça soit un petit peu moins synthétique au sein de la base. Mais non, là, on est plutôt dans un premier temps qui est vraiment, j'ai envie de dire, un temps de divergence Oui. où on alimente la base voilà, l'objectif est plutôt sur l'année prochaine d'avoir quelque chose où on va commencer plus Converger. à créer des conditions qui nous permettraient une exploitation. Faire le lien entre mécaniques de jeu et compétences. Est-ce qu'on a des mécaniques qui sont redondantes, par exemple, quand on travaille la compétence d'anticipation, intégrer l'anticipation dans le processus de décision? Est-ce qu'on a des mécaniques, par exemple, qui se rejoignent? Est-ce qu'on retrouve régulièrement ces mêmes mécaniques à un élément dans la structure du jeu ou à un autre? Et voilà, ces questions-là, on pourra être amené à se les poser pour d'autres compétences. En attendant, comme c'est les joueurs eux-mêmes qui remplissent nos fiches d'analyse, finalement, quand on regarde la base, c'est assez instinctif de pouvoir retrouver. Par exemple, si je cherche à développer la compétence de travail en équipe de façon assez simple, je veux dire, chez mes étudiants, avec des mots-clés qui vont venir assez Équipe. instinctement, on trouve assez On facilement. peut chercher par équipe, on peut chercher par travail, on peut chercher par nom de jeu si déjà on a l'idée du jeu et de savoir qu'est-ce qu'on peut bien en faire finalement. Donc c'est assez... le fait de parcourir, en tout cas cette base de données, elle est assez libre. Il y a la possibilité d'être guidé, mais c'est assez libre. Alors, la question suivante, on l'a placée dans les ressources pour un point précis, mais c'est une question en fait très vaste. On s'est dit qu'elle pourrait occuper un stream tout entier. Et on a commencé à en débattre ensemble tout à l'heure, notamment avec Benoît Hélène, qui est à côté de nous dans le Gaming Lab. C'est la question, est-ce que les jeux peuvent être considérés comme des objets d'art ? Et nous, on avait proposé de faire une entrée dans cette réponse, dans cette question, par la question du game art design. Ouais, mais en fait, parce que bêtement, quand on avait préparé l'atelier Game Art Design, on avait, mon regard en tout cas, s'était porté sur certains jeux que Benoît également avait identifié. Je me disais, bah oui, c'est vrai que c'est des jeux qui sont magnifiques, qui sont très bien ficelés de A à Z. Et en fait, voilà, j'ai tout de suite fait le lien entre l'articulation entre esthétique et symbolique, mais en fait, c'est rien du tout, et c'est pas avec ça qu'on peut caractériser un objet comme étant un jeu comme un objet d'art, puisque voilà, ça renvoie à la sensibilité de chacun, et il s'agit pas juste de lier l'esthétique du jeu au fait que ce soit un objet d'art. Je pourrais en parler longuement. Ouais. non, mais de fait, ça dépend un petit peu de la façon dont l'auteur va faire œuvre quand il va produire son discours ici sous la forme sous la forme d'un jeu, qui soit un jeu vidéo, que ce soit un jeu analogique, un jeu de plateau, un jeu. Il y a cette intentionnalité de l'auteur à faire passer une typologie de discours, à faire vivre une expérience. Et après, il y a une réception par un public. Donc, quelque part, on peut avoir c'est pas forcément choquant de le catégoriser dedans. C'est un produit culturel, ça n'empêche pas forcément, c'est pas incompatible d'être un produit culturel et commercial. Des fois, ça peut être juste un produit culturel. Mais ça ne doit pas non plus nous paralyser en tant que producteur ou utilisateur en se disant attention, je suis avec un objet d'art où je n'arriverai jamais à faire ce genre de choses. Donc, soit on est sur une ontologie de quand commence l'art et à quel moment le jeu il s'intègre dedans. Nous, ici, dans une perspective ludopédagogique, on est un peu plus pragmatique. Et on va plutôt aller sur l'exploitation immédiate de ce que le jeu va nous permettre de faire dans un contexte d'apprentissage, ou bien de l'étudier. Et là, c'est plus tout à fait la ludopédagogie. Ça s'appelle vraiment, on est dans les sciences du jeu, d'étudier l'objet en tant que œuvre. Et on pourrait tout à fait le faire, oui. Peut-être qu'on
on consacrera vraiment tout un épisode à cette question. Je regarde Benoît. Alors, les questions suivantes portent notamment sur la question du débriefing. Donc la première, c'est est-ce qu'un débriefing doit-il contenir des évaluations? Alors, c'est toujours le souci quand on se déporte du temps de réponse alors qu'on n'a plus la personne qui a posé la question. L'évaluation, c'est un terme qui a plusieurs sens. Soit on est sur enfin, on peut considérer que le débriefing est une forme d'évaluation dans la mesure où on va avoir un retour. Mais si on parle d'évaluation dans le sens ici très sommatif, avec le moment où on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que ça peut aboutir même à une évaluation de type notation. Donc, ça a commencé par faut-il. Est-ce qu'un débriefing doit contenir des évaluations? Oui, alors ça, la nécessité. Le débriefing est un temps dans l'évaluation de ce qui vient d'être vécu. Donc, si on mobilise le jeu, c'est pour promouvoir l'engagement au cours de l'activité, c'est pour développer au cours de l'activité des compétences, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Le débriefing va être un moyen de pouvoir rendre visible et de conscientiser, faire émerger la conscience de ce développement-là chez les apprenants. Et ça permet aussi pour le producteur qui propose l'activité d'avoir aussi un feedback sur l'expérience elle-même qu'il a vécue. Tout ça, ce sont des éléments d'évaluation dans ce sens-là. Donc, un débriefing est quelque part une forme d'évaluation. Ouais, ça fait lien après avec d'autres questions, donc peut-être que je peux attendre que les autres questions soient posées. Et s'il y avait la question un peu plus précise de l'évaluation de la notation, par exemple? Alors, noter un jeu, noter en fait la performance dans un cadre d'apprentissage, noter la performance. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est une bonne idée. Même si le jeu, il est très bien, même si le jeu, il faut très bien jouer pour pouvoir y performer. Je trouve ça dommage parce que justement, l'énorme bénéfice qu'on a à faire jouer, c'est que on se dégage de cet énorme boulet qui est la notation, qu'on accroche à la cheville de nos pauvres élèves depuis qu'ils ont 5-6 ans, et ça les paralyse quand nous, on les a notamment le supérieur et autres, ou encore dans la formation professionnelle quand ils sont adultes. Mettre une note, si je vous dis, voilà, votre performance pour l'instant c'est du 7/10 ou tout de suite vous allez dire, c'est pas sympa. Voilà, et donc dans le cadre d'un jeu, ce qui est formidable, c'est que le jeu, il valorise l'échec. Le jeu, c'est vraiment une expérience où l'échec est valorisé. Il appelle à revenir et dans l'échec, on a un effet transformatif. Ce qu'on ne perçoit plus, je pense, dans la plupart des évaluations. Si je vous mets une mauvaise note, je vous dis, vous avez 3 sur 20. Voilà. Vous allez dire, c'est pas terrible, vous allez certainement taper à mon bureau et je vais devoir vous expliquer assez longuement que c'est peut-être bien parce que ça va enclencher un processus d'apprentissage. Voilà. Et voilà, le jeu a cette énorme vertu de donner un sens positif parce que comme on veut continuer, on va recommencer et on va pas forcément percevoir l'échec de façon aussi humiliante aussi parfois parce qu'on a le proxy du jeu lui-même. Alors ça n'empêche pas qu'on peut avoir des fois, en plus dans la performance qu'on va avoir au jeu, des éléments qui sont hors de contrôle, les autres joueurs, la difficulté aléatoire que le jeu va pouvoir présenter. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que ce soit pertinent et c'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'on a moins appris au cours de l'expérience. Donc ça s'entend bien, mais je suis vraiment pas emballé par l'idée. Après, on peut évaluer des choses sur la façon dont l'étudiant va construire justement son débriefing, la façon dont il va préparer ou non sérieusement l'expérience. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a plusieurs phases en fait dans un débriefing, et si on se place dans une séquence pédagogique, il y a une première phase de débriefing peut-être tout de suite après le jeu, mais il peut y avoir une phase de débriefing en fait bien après le temps de jeu et qui s'intègre dans une séquence beaucoup plus longue, à savoir on évalue le delta entre la préparation de l'étudiant donc avant le jeu, comment il a anticipé sa séance, est-ce qu'il y avait une phase réflexive à avoir quand il ou elle connaît en fait ce qui l'attend pendant cette séance. Et son état après, quand on rejoue le même jeu, quand on cherche à répéter l'expérience, quel est de nouveau ce changement d'état. Et donc on évalue, mine de rien, l'attitude de l'étudiant. On peut évaluer les actions
de ce joueur, la différence entre les actions pendant la première partie de jeu et la deuxième. Donc, et ça s'intègre dans un processus long. Une simulation, on parle souvent là, c'est quoi la différence simulation et jeu. Dans une simulation, l'évaluation, la notation, elle peut avoir du sens parce qu'on est dans quelque chose qui est très proche de la situation authentique. Donc en fait, si j'arrive à faire la tâche dans ce contexte-là, c'est pas idiot de projeter une notation. Dans le jeu, généralement, c'est pas une situation authentique. On a toujours un pas de côté par rapport au réel. On est dans une forme de fictionnalité qui est assumée. Et donc, c'est important de pas être dessus. Et puis, le jeu est fait, surtout si on le pratique à plusieurs, de temps permanent, de micro-coopération, de micro, des fois, antagonisme. Et c'est les ancrer ou les biaiser très fortement. Emmanuel Savignac, qui a beaucoup réfléchi à la façon, notamment, dont on utilisait, enfin, des produits sur la façon dont on utilisait le jeu, les escape games dans les recrutements en entreprise ou dans les évaluations de l'esprit d'équipe, ça crée naturellement des biais. Donc, évaluer ici l'expérience de jeu directement, on regarde voilà, qui a gagné, la façon. Enfin, on est sur l'engagement et sur la production, sur un biais. Donc, jouons réellement. Et puis ensuite, on transfère, vraiment dans le réel. Et c'est celui-là qui, à mon avis, avec un examen standard, enfin voilà, moi je continue à faire des dissertations imbéciles à mes étudiants pour savoir s'ils savent écrire. Parce que le jeu me permet pas tout à fait directement de le voir. Et je préfère avoir une expérience où on va travailler, y compris sur des exercices littéraires, mais je décale l'évaluation aussi pour que leur investissement en cours de partie ne soit pas paralysé par c'est noté. On va lire les prochaines questions ensemble en même temps, je veux dire. Je 3, veux pas- 4. Parce qu'elles ont été écrites par la même personne, on a identifié qu'il y avait une cohérence interne entre elles. La graphologie ne fait jamais de mal. Comment doser le rapport réel-fictif dans un univers de ludopédagogie? Comment introduire le jeu dans une séquence sans que ça ressemble à un exercice déguisé ou au contraire complètement détaché du propos du cours? Et puis, comment amener le jeu dans une séquence sans que ce soit artificiel? Donc, on retrouve la question de la transition entre le cours et le jeu. Donc on les a regroupés, il y a bien plusieurs questions, hein, mais ça se regroupe quand même Il n'y aura qu'une réponse. Non, elle sera nuancée. Ce que je disais à Florine en préambule, c'est qu'on séquencera notre réponse, mais ça gravite beaucoup autour du transfert en fait, des étudiants entre le fictif et le réel. Quelle est cette dose de fictif réel? Comment on fait pour pas perdre souvent le côté sérieux qui est attendu, mais se dire que pour ne pas le perdre, il faut le placer peut-être bien après ou bien avant pour se consacrer, comme tu le disais Jérôme il y a quelques instants, mais à un temps dédié au jeu le plus libre possible et non contraint. Et par contre, penser son débriefing à ce moment-là pour justement bien amener ce transfert fictif réel. Donc oui, plusieurs questions, il y aura plusieurs réponses, mais on va le séquencer. C'est déjà, je pense, des éléments de... C'est peut-être déjà des éléments de réponse. Sur le dosage... Mais souvent, t'aimes bien revenir sur... sinon, c'est... Sur le dosage, moi, je suis quelqu'un qui met plutôt pas mal de... Je dose pas mal. Je préfère ne pas avancer trop masqué. La tendance, souvent, quand on débute en ludopédagogie, ou avec les usages de jeu, est plutôt d'essayer de faire quelque chose qui est un peu discret, et justement que ça pourrait aller rejoindre un petit peu le principe de l'exercice déguisé, c'est-à-dire que c'est un petit peu un jeu, mais notre jeu, il est pas trop fictif, il est très très proche du réel, mais je vous le présente un peu comme un jeu, mais vous allez voir, c'est très proche du réel pour rassurer un petit peu. Et donc, on a souvent cette idée que ça cessera d'être sérieux, ça cessera d'être légitime dans l'activité d'enseignement si c'est farfelu, c'est fictif, ça se passe ailleurs, alors qu'on est sur un cours très sérieux d'histoire médiévale et qu'on va dire, nous, on va faire un truc, on va parler d'histoire médiévale. Et pour ça, on va utiliser Mad Max. Des fois, on se demande s'il n'y a pas certaines périodes du Moyen-Âge où on a un peu ce morcellement. Enfin, voilà, pourquoi pas.
sais pas si Mad Max serait la meilleure. J'aime pas trop d'ailleurs Mad Max. Je sais pas, j'ai pris cet exemple-là en plus. L'actualité me confirme un peu dans mes goûts, mais on peut complètement s'en échapper. The Walking Dead, voilà, je suis en train de chercher parce que j'ai souvenir d'avoir utilisé en histoire médiévale un élément de fiction. The Walking Dead, ça renvoie un peu à cette incertitude quand on arrive, là, pas tout le Moyen-Âge, mais quand on arrive au XIe siècle, aux abords d'une cité, d'une ville, derrière le rempart, on ne sait pas quelle est la forme de gouvernement qui y règne. Je crois que c'est Raoul Glaber qui avait cette expression-là. L'incertitude qu'il y a derrière le rempart, on ne sait pas quelle est la forme de gouvernement et on ne sait pas quelles sont les lois, on ne sait pas quel est l'état de richesse et autres. Et je trouve que quelque part, on a une forme là d'atomisation d'un monde qui est vraiment replié sur lui-même. On le retrouve. Les gens se déplacent à pied, il n'y a plus moyen de communication. On est dans cette... Donc, The Walking Dead pourrait être utilisé et ne pas hésiter à le faire pour parler d'histoire médiévale. Si pour parler d'histoire médiévale, j'utilise un exemple d'histoire médiévale, je crée plus les conditions d'un flou, voire d'une confusion entre ce qui est de l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre du fictif. Donc pour pas avoir de problème, je fais vraiment un fictif, moi qui est fictif. Mais c'est pour ça qu'on y a consacré vraiment une séquence en fait dans la méthode Loop, le choix de la diégèse et le à quoi joue-t-on. Il ne s'agit pas juste de dire et on choisit un univers médiéval fantastique. C'est quel univers médiéval fantastique? Pourquoi on fait ce choix? Pourquoi au moment où on choisit notre univers, donc notre contexte fictif, il sera possible ensuite de le raccrocher au réel. Et il ne s'agit pas juste de choisir un peu comme ça, mais de penser bien toujours à cet univers dans son ensemble, comment j'arriverai après à m'en sortir. Et bon, j'ai dit sans savoir ce que j'allais dire après, mais voilà. En tout cas, on y a consacré en fait un temps important dans cette méthode parce que il s'agit pas juste de dire voilà et on jouera avec des gobelins. Et on peut jouer sur l'univers pour faire cet élément fictionnel, mais je ne vais pas vous apprendre, chère Florine, qu'on peut aller aussi sur de la fictionnalité sans avoir un déplacement d'univers. On peut jouer aussi sur les éléments de vraisemblance dans les personnages, donc on pourrait être sur quelque chose qui est beaucoup plus épique, James Bond dans la version cinéma des années 60-70, avec aussi les écueils qu'il peut y avoir, mais ce qui est amusant, c'est ce cinéma de l'invraisemblable, une explosion, et puis juste, voilà, il remet son nœud de smoking, et puis il repart, et cet enchaînement invraisemblable crée une narration qui a une dynamique très fictive. J'espère que personne n'imagine qu'un agent secret, c'est James Bond. Et pourtant, il est dans un univers qui est, somme toute, contemporain. On respecte les lois de la gravité, il n'y a pas de magie, ou très peu. Je suis déçu. Je pense que dans Live or Let Die, il me semble que Vivre et laisser mourir, je pense qu'il y a un tout petit peu de surnaturel, mais ça doit être le seul. Mais voilà, donc on peut se permettre ça. Oui, j'allais dire que pour que quelque chose soit fictif, il n'y a même pas besoin qu'il soit éloigné en termes de représentation de la réalité, dès lors que c'est inventé, en fait, et on raconte une histoire ou on est dans une histoire. Oui, là j'ai le cadre de Jesse, c'est toujours très dur à dire, Jesse Shell. Lui, quand il parle d'écart à la réalité, il y a cette fictionnalité. Lui, il parle vraiment en termes c'est la simplicité, la transcendance, et qui peuvent nous amener plus loin. Et donc, c'est assumer une fiction qui commence effectivement dès l'instant où ce n'est plus la réalité. Mais je pense qu'on gagne à s'en éloigner, franchement. Oui. Et sans déguisement. Moi, je renvoie aussi à l'expérience en fait, que l'on a dans l'animation de projets ludopédagogiques. C'est des fois plus facile, comme tu disais, en fait, d'y aller complètement pour justement avoir moins de doute en fait. Est-ce que je suis vraiment dans un contexte fictif ou réel, et d'y aller complètement. C'est la différence avec une expérience de joueur hors enseignement. Ouais. On va peut-être aimer jouer sur l'ambiguïté. Oui, c'est ça. Merci. Oui, détaché. Je pense que vous avez répondu aux 3 points. Et la question suivante, on l'a classée avec les questions sur le débriefing parce qu'on s'est dit que c'était une réponse possible. C'est comment ne pas juste survoler les notions avec le jeu.
Eh bien, on continue à faire ce travail d'enseignant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en ne présupposant pas que le jeu sera autosuffisant, que le jeu sera une boîte qui fera tout. Et parfois, et je m'en excuse s'il y en a qui me regardent et qui seront finalement visés par mon commentaire, mais on a des fois des formules de jeux pédagogiques. C'est bon, la caméra s'est éloignée de moi. Il y a des formules où on nous vend une expérience qui va être à elle seule suffisante pour apprendre à. Alors, ça date maintenant, mais dans ma jeunesse, il y avait les jeux éducatifs, où en fait, on allait devenir tous des Einstein parce qu'on avait acheté le jeu. Et voilà. Mais de fait, on avait beau, déjà, on s'amusait pas, donc je suis pas sûr que c'était un super jeu. Et puis, on allait vite les cacher pour pas qu'on les ressorte ou qu'on nous impose d'y jouer. Et beaucoup de jeux, notamment sur les expériences de jeux sérieux, où on présuppose qu'à l'intérieur de la situation, eh bien, ça sera suffisant. Justement, non, s'il n'y a pas un enseignant qui arrive, ou justement un travail qui est fait entre pairs, ou s'il n'y a pas voilà, cette institutionnalisation, cette notionnalisation, cette abstraction, la conceptualisation abstraite, voilà, chercher le terme de David Kolb. S'il n'y a pas ce travail qui est fait et qui est apporté, je suis d'accord, ça sera peut-être ça sera expérimenté de façon vécu de façon intense, mais si on ne le rattache pas au concept de base, ça sera on manquera le lien entre ce qu'on vient de faire et c'est pour ça que je dis que l'enseignant, il doit être là pour venir valider et invalider ce qui a été vécu. Il doit être là pour, par rapport justement à ce réel. Il doit aussi utiliser cette expérience-là tout au long de la séquence qu'il aura au cours de l'année pour revenir dessus, valoriser ce qui a été vécu, ce qui a été joué, pour dire, voilà, vous vous souvenez qu'on avait fait la partie en début d'année, on avait joué là-dessus. C'est exactement ce dont je suis en train de parler sur ce concept-là. Donc, c'est vraiment ne pas faire une espèce de séquence décorative ou récompense, mais d'avoir vraiment quelque chose qui est articulé avec tout l'enseignement. J'ai eu le cas il y a très très récemment, genre j'utilise le mot cas, pas dans le sens où c'est un cas d'école, mais c'est dans le processus d'accompagnement des enseignants, on a souvent cette situation qui se produit. Je veux projeter mes étudiants dans une attitude qui soit ludique. On avait pensé à un jeu de cartes avec le fait d'intégrer des notions de cours sous forme de quiz sur des cartes, etc. Et de fait, on change une modalité et il y a la volonté de réengager les étudiants sur une modalité différente. La première question que l'on pose, et maintenant elle est institutionnalisée, mais parce qu'elle est répétée et on gagne un temps fou, c'est oui, mais quels sont les objectifs d'apprentissage ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait, avec ce jeu de cartes ou qu'est-ce qu'on cherche à faire tout court ? S'ensuit un long temps d'échange pour définir les objectifs pédagogiques et les critères de réussite en fait, du dispositif. Qu'est-ce qu'à la fin on cherche à en faire et dans quelle mesure on sera satisfait. Et lors de ce dernier temps d'échange, au final, on ne va pas faire un jeu. Mais les premiers mots de l'enseignante ont été à la fin de ce rendez-vous: « Ah non, mais c'est génial ce qu'on va faire. Je pense que là, vraiment, on tient le dispositif parfait, en fait. » Et on n'a pas fait un jeu. On va juste adopter une méthodologie de projet pendant 2 heures avec les étudiants. Choisir le jeu comme modalité, c'est pas forcément une bonne idée, en fait. Et choisir un jeu absolument, des fois, conduit à survoler les notions. Donc, on s'était dit en résumé, et c'était exactement ce qu'a dit Jérôme, garder en tête que le jeu est un moyen. Pas choisir le jeu comme objet. Oui, c'est ce que tu disais, c'est la différence entre le contexte professionnel et personnel. Le jeu peut être une finalité chez nous. Oui. Je vis pour jouer. Mais dans le cadre de ma pratique, oui, ce sera un outil, une méthode, parmi d'autres. Donc, comme tu dis, pas forcément toujours la meilleure. Et souvent, on regarde l'investissement qu'il faut avoir en temps, en moyens et en risque, c'est pas forcément le meilleur calcul.
Alors, les 2 questions, suivantes nous ont semblé, concerner, la question de l'acculturation au jeu. 1re qui concerne les jeux vidéo. Donc mis à part les soft skills que l'on peut objectiver à travers un jeu vidéo grand public, j'ai du mal à transposer des applications pédagogiques aux jeux vidéo. Quand on voit les questions, c'est difficile de se rappeler, comme tu disais tout à l'heure après coup, hem, quand est-ce que ce post-it a été positionné? Est-ce que ça s'est passé avant, par exemple, le temps de jeux vidéo qu'on a fait? C'était après. C'était après? On y avait un peu répondu, mais c'était Ouais, après. je m'en souvenais plus, si c'était avant ou après. Hem, mais en fait, voilà, il y a plusieurs façons d'observer, enfin de conduire une séance, en tout cas ludopédagogique, en se servant du jeu vidéo comme moyen. Déjà, est-ce qu'on cherche à acquérir des compétences en, en jouant ou en observant, en commentant? Euh, Est-ce qu'on cherche à ancrer un message? De nouveau, quelle est l'intention? Euh, et c'est mis à part les soft skills. euh, je pense qu'il faut pas, enfin, il faut aller creuser en fait les bibliothèques de jeux. Euh, Ça se raccroche au volet d'acculturation parce que on pense à des références de jeux. Quand on lit la question, on se dit, bah voilà, est-ce que par rapport à la dizaine, quinzaine, vingtaine de jeux que je connais et que je vois régulièrement ou dont les éditeurs font la promo, j'ai du mal à voir où est-ce que je vais. Mais je pense qu'il faut jouer régulièrement, tester pour justement s'ouvrir à des nouveaux jeux vidéo, pas forcément des jeux vidéo qui sont mis en avant par les éditeurs. Il y a toujours aussi un but commercial derrière. Et j'ai pas une culture vidéoludique ultra développée au regard des personnes de l'équipe. Mais en fait, on a découvert des super jeux, notamment enfin, grâce à Arthur, grâce à Nicolas, enfin, vraiment grâce à plusieurs personnes dans l'équipe. Mais parce que quand je regarde les bibliothèques de jeux sur Steam, en fait, je regarde les 15 premiers qui passent et je me dis, bah tiens, oui, ça c'est une licence que je connais, dont on m'a parlé, qui a l'air super. Enfin, je suis très bon public et j'y vais. Je vais pas forcément me dire, oh, je vais passer 3 heures à chercher le jeu qui va me permettre de développer telle ou telle compétence. Donc je vais vers le jeu qui vient. Mais je pense qu'il y a ce temps d'acculturation qui est nécessaire. Très bien. 2 questions en une. Comment communiquer aux enseignants, l'intérêt du jeu et comment leur faire sentir qu'on peut définir des objectifs mixtes, individuels, collectifs? J'essaie de me discipliner parce que je parle beaucoup. Donc, mais Tu as le droit de parler, j'ai le droit quand même de parler. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend aussi de la posture de la personne qui a dit ça. On peut être suivant qu'on va être ingénieur pédagogique et conseiller pédagogique ou enseignant et collègue, ça va être un petit peu différent. J'ai l'impression qu'ici c'est plutôt une question posée par un ingénieur accompagnant pédagogique qu'un enseignant. Je pense que pour en être un et puis pour les connaître un petit peu, les enseignants, ils sont convaincus lorsqu'on on a un trépied solidement ancré autour de un appui scientifique, donc de ne pas hésiter à communiquer aux enseignants l'intérêt du jeu, à travers aussi du relais. Et on commence, nous, souvent, nos interventions, nos formations, mais quel que soit le sujet, par dire que ça s'appuie sur une littérature scientifique qui a été produite, suivant des méthodes scientifiques qui sont rigoureuses. Et ça, c'est comme ça aussi qu'on peut rejoindre les enseignants, leur dire que oui, ce sont des collègues, c'est pas simplement une intuition, c'est pas un délire de dire le jeu peut faire ci ou peut pas faire ça. C'est parce que on a créé des conditions de reproductibilité, d'expérience, et ça aboutit à des résultats qui sont convergents. Donc ça, c'est un premier socle. Il y a un deuxième socle, à mon avis, c'est de leur dire écoutez la parole de vos pairs. Et donc de mettre en avant aussi des expériences qui ont été faites donc dans tous les établissements. Je n'ai pas fait toutes les universités françaises, je m'en ai fait beaucoup sur les questions de jeu, et partout on trouve des joueurs, et c'est pareil, je pense, des joueurs, des enseignantes et des enseignants qui utilisent le jeu. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose qui a de la valeur
pour les enseignants d'entendre des collègues qui ont osé, qui aussi expriment leurs difficultés, qui expriment voilà, ce que ça a pu apporter concrètement pour eux. Et la dernière chose, c'est de les faire tester, de les mettre en situation d'expérimentation, de dire ok, ok, il y a des livres, il y a des gens qui vous disent ça, mais bon, si vous continuez à avoir des résistances, enfin, ou même si vous commencez dans l'autre sens, on va tester un jeu, puis on va aussi après nous analyser ce que vous avez pu vivre. Et au cours de la semaine de bootcamp, on avait des vraies séquences de jeux, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux vidéo. Et à la suite de ces séquences-là, on mettait sur pause. Alors généralement, on aimait bien laisser la nuit se passer, déjà parce qu'en fin de journée, généralement, l'intensité du bootcamp faisait qu'ils étaient plus tout à fait, enfin, que personne n'était en capacité de faire quoi que ce soit. Mais ça peut être utile des fois de justement pas être dans la réaction à chaud par rapport à là, c'est royal parce qu'on est dans la meilleure configuration. On les couchait quasiment, nos participantes, participants, les couchait, c'est-à-dire on les abandonnait à 10h30, 11h, 11h30. Et on les récupérait à 9h. Donc... on les récupérait. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment tout le bénéfice de tout ce qu'il peut y avoir en ancrage, en triage qui s'opère pendant la nuit. Et le lendemain matin, ils étaient, je pense, disposés à avoir une analyse réflexive qui était pas à chaud, mais qui n'était pas non plus à froid, parce que avec nos étudiants, étudiantes, c'est parfois compliqué d'attendre qu'on les revoit qu'une semaine ou 2 semaines après. Avoir cette réflexivité-là, donc souvent on le fait juste à chaud ou trop à tiède, quoi. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà. Donc moi c'est ce trépied que je pense qu'il peut être utile d'appuyer. Et puis, tu avais aussi parlé de quelque chose aussi intéressant pendant la semaine du bootcamp, mais sur la notion de prise de risque. Quand on arrive devant un groupe d'étudiantes ou d'étudiants en se servant du jeu comme modalité, c'est quand on n'a pas l'habitude de faire du jeu, on peut se retrouver dans une situation pas facile où déjà on propose quelque chose de différent, une nouvelle modalité. Mais on n'a pas encore l'expérience de la posture de maître du jeu. Et donc, tester de différents jeux permet de s'habituer aussi à l'explication de règles, le fait de pouvoir résoudre les problèmes d'incompréhension de règles pendant une partie, pouvoir parler du jeu en lui-même. Et tout ça font qu'en fait, on contraint la dimension de prise de risque. Donc, c'est un argument, à mon avis, pour répondre à cette question. Mon trépied était un peu universel en pédagogie. Et je pense que là, le guéridon devient complètement une table. Mais c'est vrai que pour le jeu, c'est aussi important d'avoir juste de l'expérience de jeu. Ouais. Alors, les prochaines questions ont été suscitées par la Game Jam, donc la journée de création d'une idée de jeu, d'un prototype de jeu. On commence par un petit retour d'expérience en guise d'introduction. Donc, la Game Jam était à la fois stressante et angoissante sur le plan opérationnel, mais stimulante sur le plan cognitif. On voulait juste peut-être en dire un mot sur le fait que c'était aussi pensé comme une épreuve. Oui, c'est un temps qui est volontairement contraint, où on sait qu'on n'aura jamais un triple A à la fin de la journée, mais il y a systématiquement en fait des super projets qui émergent à la fin de ces journées de Game Jam. Mais en effet, c'est volontairement en temps contraint, puisque sinon notre Game Jam elle durerait 2 ans en fait pour créer un jeu complet. Donc oui, c'est un temps qui est volontairement challengeant en fait, stressant sûrement, mais challengeant. Oui, et ça pourrait être pire. C'est pour ça que une vraie game jam, une vraie game jam, il n'y a pas de vraie et de fausse game jam, mais une game jam dans l'esprit, c'est on met d'ailleurs à la base plutôt des développeurs et on leur donne une commande unique et ils sont plutôt en équipe compétitive les unes par rapport aux autres d'une table à l'autre. Plusieurs jours. Voilà, et plusieurs jours et nuit. Nous, on le fait que sur une journée et puis on met chaque table à un sujet qui est différent, ce qui fait que il y a moins le côté émulatif, mais il y a aussi moins de pression, parce que pour l'avoir, et aussi moins de frustration à avoir une espèce de formule justement d'évaluation à la fin de journée, en disant vous, cette table, plein d'idées, très bien, on garde. Vous, merci d'être venu. Et puis vous, on prendra le principe du thème, parce que les couleurs et les dessins que vous avez faits, c'était sympa. Donc
pour l'avoir fait tester plusieurs formules, justement, cette formule est un peu, amène moins de pression, mais c'est aussi l'avantage, c'est une forme de gamification. On dit qu'il y a un temps et qu'il y a une restitution. Et puis là, il y avait une restitution qui était publique, en live, devant des millions de téléspectateurs. Que l'on salue. Naturellement. Donc, ça crée un peu des conditions d'un rendu. Mais je pense que... je ne suis pas forcément convaincu, mais ce n'est pas une position sur laquelle, justement, j'ai une assise scientifique. Mais à l'expérience, je ne suis pas convaincu de très grande plus-value de mettre dans un inconfort et un stress pour être créatif. Et puis la Gagem s'insère à un moment de la semaine où on a déjà fait 3 jours aussi un on peu... Peut plus. Pas on n'en peut plus, mais je veux dire, voilà, il y a déjà eu 3 journées où on a pas mal bossé, et donc la fatigue est forcément un petit peu présente. Mais ça reste des temps très sympas, et pour nous qui avons vu 4 promotions J'étais dans le champ de la 4 promotions passées, et donc toute une série de propositions de jeux, on l'a dit plusieurs fois, mais on a toujours des très bonnes propositions. Complètement. Bon, on vous invite merci. à retourner voir l'épisode 11 pour découvrir ces propositions. Alors, dans les questions un peu plus précises que la Game Jam va me susciter, à quoi faire attention pour concevoir un jeu pour des personnes dont le profil de joueur est diamétralement opposé à celui de la ou des personnes qui le conçoivent? Parce qu'on fait... Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai monté, parce que j'ai sorti des choses, mais si ça se trouve, en fait, il n'y a pas les questions qui vont aller avec la réponse que j'ai préparée. Je te donnerai la réponse quand même, parce que je sais qu'on me l'a posée et il n'y avait pas de post-it. Ici, mais c'est un peu la même chose que lorsque on fait un cours de manière générale. On ne fait pas les choses pour soi, je l'espère, et on ne présume pas que tout le monde est comme soi. Et donc, moi, en tant que modèle d'apprenant, j'avais une certaine typologie, un certain profil, mais je ne présume pas que mon profil est celui de 100% de mes apprenants. Donc, quand on parle souvent, on dit qu'on conçoit des ressources pédagogiques adaptées, on conçoit un enseignement qui est adapté, c'est adapté à son public, dans sa diversité. Et donc, c'est une des clés justement de la réussite collective, c'est de prendre en compte la diversité des profils individuels. Et donc là, c'est effectivement pas se faire plaisir. Et donc, voilà. Alors, on n'arrivera pas non plus à faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des... mais je pense qu'il ne faut pas penser à soi. Ça ne nous empêche pas, dans le processus de création, quand même d'avoir ce filtre. Est-ce qu'à minima, ça me donne au moins envie, quoi, cela dit. Même si ce n'est pas le type de jeu que j'adore et je vais jouer des heures et des heures, est-ce que quand même, là, ce que je suis en train de faire, ça me semble pouvoir avoir l'intérêt pour des gens, quoi. Et on voit bien, quand au cours d'une game jam, il y a toujours un basculement dans les tables ou de quelque chose qui est un peu flou. Il y a un moment où toujours ils commencent à... Le choix. Voilà, ils choisissent, Ouais. et ils se projettent. Et ça y est, ils sont déjà dans une espèce d'euphorie de joueurs. Parce que... Il y a ça, il y a aussi, je trouve, le petit moment où, une fois que le choix est fait, où on sait qu'on n'aura plus le temps de revenir dessus, on se dit, bah ouais, mais est-ce que ça va plaire à tout le monde? Est-ce qu'on est sûr que c'est le bon jeu qu'on fait? Et c'est intéressant à observer, parce que, à mon avis, il y a aussi ça dans la question, c'est qu'on ne peut pas faire un jeu qui plaise on renvoie au profil de joueur, mais à tous les profils de joueurs et de joueuses. Et c'est pas forcément intéressant de chercher à faire quelque chose qui plaise à tout le monde, parce en préparant les post-it, on avait parlé du fait que pendant une partie de jeu, on peut aussi prendre du plaisir à ce que le temps de jeu soit un temps réussi. On avait parlé pendant le bootcamp est-ce que vous aimez les jeux d'apéro, les jeux qui durent 15 minutes mais qui n'ont pas forcément un intérêt quand on est un gros joueur. Et en fait, moi, je les aime vraiment de moins en moins, parce qu'il y a plus beaucoup d'enjeux en fait à mener une stratégie et la pousser assez longtemps et voir est-ce qu'elle est robuste. Mais par contre, s'il y a 8 personnes autour de la table et que je suis le seul à me dire bah non, ça me plaît pas, bah, je me dis bah oui, parce qu'en fait j'ai envie de passer un bon moment avec les autres, et en fait je vais m'engager dans le jeu aussi pour que tout le monde ait du plaisir à jouer. Et on peut retrouver ce comportement là dans
autour d'une table quand on a un projet de jeu qui ne va pas satisfaire tous les profils, en supposant que d'autres peuvent s'engager, alors pas vont, hein, peuvent s'engager pour le plaisir collectif. Et c'est là où le plaisir à jouer, comment dire, il se construit sur des expériences qui sont vues un petit peu dans la durée et dans la diversité. Un jeu, s'il est monomécanique et très court et sans aucun matériel, ça va vraiment ne plaire qu'à un seul type de profil. Mais si le jeu il est un petit peu plus long, un peu plus riche, avec un peu plus de mécanique, et que ces mécaniques elles sont assez variées, on pourra avoir des phases de jeu qui pourront réengager des joueurs qui, peut-être sur l'autre phase, étaient un peu plus désengagés. Il y a des jeux auxquels moi j'aime jouer, mais juste pour un élément. Le reste, j'aime pas trop. J'aime pas, je sais pas, le système de déplacement va pas me plaire. J'aime pas le tirage de cartes. Mais par contre, j'aime bien le système de combat sur ce jeu. Mais c'est ça, en fait, Ou à l'inverse. je renvoie aux remarques de Nicolas quand on accompagne des Je le enseignants. Non, mais oui, je le salue forcément parce que je sais qu'il est pas loin. Mais je renvoie aux remarques que faisait Nicolas pendant le bootcamp et quand on accompagne des enseignants sur qu'est-ce qu'un bon jeu, qu'est-ce qu'un mauvais jeu. Mais il faut pas hésiter à mettre des mécaniques, à rajouter des mécaniques aussi dans un jeu. Pour proposer des possibilités en fait d'engagement pour des joueurs. Et ça peut faire la richesse d'un jeu ça peut faire. À mon avis, ça fait la richesse d'un jeu d'avoir plusieurs mécaniques pour justement avoir cette diversité, raccrocher à cette diversité de profils. Et souvent, Nicolas fait la remarque quand on accompagne des enseignants. Non, mais faut pas hésiter à rajouter peut-être cette petite dimension de marché quand on est sur un jeu de cartes et d'avoir le choix, de pouvoir embêter les autres et de rajouter des éléments qui vont faire qu'on va voler des cartes, mais qu'on peut en racheter, qu'on a plusieurs façons d'acquérir des cartes, qu'on a plusieurs façons de poser son pion et que on a plusieurs choix. C'est vrai que Nicolas insiste souvent quand on accompagne des enseignants et c'est à mon avis là que on pousse qu'on va vers un jeu qualitatif à la fin. Et si on peut faire parler Benoît parlera aussi des fois du plaisir qu'il pourrait trouver à jouer, n'est-ce pas, avec une mécanique qui l'intéresse pas forcément, mais quelque part sur la façon dont graphiquement le jeu est proprement organisé ou sur Codex Naturalis. C'est un jeu magnifique. Et c'est vrai que ça a été d'abord ce coup de foudre ici ou Wingspan. Le plaisir à jouer, de la mécanique, je la trouve pas folle. Mais c'est vrai que donc on peut avoir donc différents éléments sur lesquels on peut travailler pour sortir justement de simplement le copier-coller de ce que l'on aime pour se projeter, avoir quelque chose qui est riche. Et plus un jeu est riche, plus on accrochera possiblement des profils différents, sans jamais toujours pouvoir les emmener tous avec nous. Puisqu'on parle de mécanique, existe-t-il de bons jeux composés de plusieurs jeux ? Par exemple, un jeu d'aventure au cours duquel on va réaliser plusieurs jeux avec des mécanismes différents. Des mini-jeux, j'imagine. Oui. Souvent, on n'aime pas trop les jeux qui sont des collections de mini-jeux, on n'aime pas, alors surtout pour les jeux vidéo, là, quand on parle de ça, on n'aime pas trop ça, en général. Enfin, quand on est joueur, je vois Arthur hocher la tête. Il hoche la tête, mais c'est un peu les trucs où on se fait... Enfin, on n'aime pas trop. On aime bien avoir un core gameplay qui est vraiment... voilà, il y a une façon de jouer qui est le cœur. Et puis, des fois, on peut avoir des mini-jeux qui sont très sympas. Voilà. Mais dans un cadre ludopédagogique, ça peut être intéressant, cela dit, je pense, d'avoir une cohérence. Voilà, je m'étais dit, tiens, j'espère que j'ai noté ça en vert quand on a répondu à la question, c'est quel est l'intérêt pédagogique en fait de ces mini-jeux ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Enfin, quelle est l'intention ? Et c'est là où un mini-jeu peut... un jeu qui serait une collection de mini-jeux, ou de jeux à l'intérieur d'un jeu, ça peut être un problème de dimensionnement du projet. Voilà. De se dire que je vais peut-être faire... Peut-être qu'on cherche à faire trop de choses en fait. Et qu'on a peut-être une granulométrie de la compétence sur laquelle on travaille qui est trop macro. Et on se retrouve, comme dans une question précédente, à survoler en fait, les objectifs pédagogiques du jeu.
je sais pas, moi, je vais apprendre à gérer les crypto-monnaies. Je sais pas pourquoi je voudrais faire ça, mais voilà, on sait jamais. Et si ça se trouve, je vais avoir un jeu qui va être extrêmement complexe parce que je vais être à la fois sur la vente, le rachat, sur le placement. Je peux avoir plein de choses qui vont être avec des mécaniques très différentes. Ou bien, voilà, je construis un jeu, la Vital Lacerda, mais voilà, sur une expérience qui va être très longue, à l'intérieur duquel, mais malgré tout, il n'y a qu'un seul jeu. Voilà, on est avec des phases qui sont différentes. Mais si c'est voilà, j'ai côte à côte des mécaniques qui sont très très différentes avec on n'a plus l'unité de temps, l'unité Ouais, de peut-être pas rythme. confondre aussi la Mm. richesse des mécaniques et le fait que ce soit des Mm. mini-jeux. Oui, Et assumer peut-être le fait que s'il y a des collections de mini-jeux, il y a peut-être autant de bonnes idées de jeux à pousser. Mm. Et peut-être de commencer par l'une pour s'y consacrer pleinement et être bien aligné avec l'objectif pédagogique et en tout cas ce qu'on veut faire de sa séance. Et pousser peut-être le développement d'autres jeux en fait par la Mm. suite. euh, Pour toujours ouais, pousser l'idée le plus loin possible et assumer tous ces choix en fait de mini-jeux s'ils présentent un intérêt. et en même temps, on a des catégories qui parfois ça marche pas si mal que ça. Je pense à Ticket to the Moon. Non, Welcome to the Moon. Je sais. Entre Ticket to Ride et ouais, ça mélange les deux. Welcome to the Moon. Ça pourrait être vu d'une certaine façon comme une espèce de collection de mini-jeux parce que Ce sont des scénarios. c'est des scénarios, mais les mécaniques même de jeu changent. Et alors le core gameplay change pas. On a un tirage de cartes et puis il faut qu'on aille poser, mais ça fait pas la même chose. Peut-être pour expliquer, Ouais. Welcome to the Moon, c'est un jeu roll and write où l'objectif du jeu est de Un draw and write. Ouais, draw and write. Parce qu'il y a des elfes Où noirs. on cherche à décoller, enfin déjà construire la fusée, Ouais. l'assembler, réussir à décoller, réussir à atterrir sur la Lune, terraformer la Lune. J'ai jamais été aussi loin. Non, moi non plus, mais c'est pour ça je refais les éléments les uns après les autres. Mais le but est d'aller terraformer la Lune, puis de s'installer, de chercher à repartir même ensuite. Et pour chaque phase, justement, dans ce scénario, on a une carte différente et donc un plateau de jeu différent. On retrouve systématiquement les mêmes éléments de carte. Non, c'est pas ça. À savoir, parce qu'on joue avec le même matériel tout le long du jeu, c'est juste le plateau joueur qui est différent. On a des mécaniques pour gagner des points qui sont différentes. Mais ouais, j'aurais pensé à des scénarios en fait différents plutôt que des mini-jeux, mais à la fois, peut-être que c'est plusieurs draw and write en un. Alors, j'ai une réponse à une question qui n'est pas sur un post-it. Vas-y. Mais elle revient très souvent. Et donc, j'ai été reprendre les éléments de réponse sur le droit d'auteur quand on fait une game jam et sur ce qu'on peut utiliser ou pas. Et déjà aussi, le truc, la peur qu'on peut avoir une bonne idée de se la faire piquer. Donc, c'est des vraies questions. La question, les éléments juridiques, on pourra peut-être même faire une fois avec un juriste un vrai focus dessus. Ça pourrait être intéressant. Donc, c'est dans le code de la propriété intellectuelle qu'il faut aller regarder pour avoir ces réponses-là. Il faut être relativement rassuré dessus parce que donc on a trois passages qui sont intéressants. Il y a le passage qui touche littéralement au droit d'auteur. Donc, dans le premier livre du code de la propriété intellectuelle, les articles L111 à L133. Et ici, on a tout ce qui va être autour de la définition des œuvres de l'esprit. Et donc, quelque part, une création rentre dedans. Et à ce titre-là, on est en cas, enfin, on peut, on a une forme de protection. Et donc, quand on crée quelque chose, et de la même façon, on doit avoir une forme de respect quand on l'utilise. Mais il y a des exceptions. C'est-à-dire que si c'est dans un cadre, notamment d'éducation, on a le droit de citation et on a un droit d'utilisation. C'est-à-dire que je peux prendre un texte de Victor Hugo, mettre des fautes d'orthographe ou enlever des mots pour en faire un exercice scolaire. Ça, j'ai tout à fait le droit, de la même façon que je peux prendre le Xavier Georges Carnegie et l'utiliser, voire le détourner à des fins pédagogiques. On est dans le même cadre qui est dans le registre de l'exception au code de la propriété intellectuelle. Ce
voilà. Et donc, ce qui est protégé, c'est au niveau du droit des marques. Donc, la marque, le nom du jeu est protégé. Donc, c'est les articles L711 et donc L742.6. Là, c'est protégé. Je ne peux pas aller faire ce que je veux avec le nom, parce que lui, il est déposé. Et je ne peux pas non plus aller utiliser les illustrations qui sont là sur les dessins et modèles, le livre 5 du Code de la propriété intellectuelle. Ça également, c'est protégé. Donc tout ce qui va être dessin, modèle, illustration, identité graphique et visuelle, ça, c'est des choses que je ne peux pas reproduire et que je peux protéger. Les mécaniques, par contre, les mécaniques du jeu, voir les éléments, les règles du jeu, sont des éléments sur lesquels on peut avoir des formes de reproduction dans un contexte d'enseignement sans aucun souci. Merci Jérôme, c'était bien, je pense, de revenir effectivement sur ça. Il y a un post-it, je vous assure. Et notre dernière question, c'est est-ce qu'un jeu de rôle pédagogique doit avoir un maître du jeu? Alors, une malus que je me dis, réponse facile, j'avais pas la petite nuance pédagogique, mais... j'avais répondu un peu très rapidement en préparant les post-it en me disant, en fait, pas forcément, mais quand on pousse justement la question un peu plus loin, à mon avis, ça renvoie à la posture. Le changement de posture de l'enseignante ou de l'enseignant, dès lors qu'il ou elle souhaite utiliser le jeu en contexte pédagogique, là en l'occurrence le jeu de rôle, mais ça peut être le jeu tout court, eh bien on devient, par la force des choses, maître du jeu. Et à différents degrés, en fait, tant sur le plan de la facilitation que être gardien de la bienséance, être le garant du respect des règles du jeu. Et puis, on peut aussi se faire accompagner, si on en a les moyens, par d'autres maîtres du jeu, des étudiantes ou des étudiants qui auraient déjà fait le jeu une première année et qui... reviennent d'une séance sur l'autre pour être là en renfort, parce qu'ils ont déjà, comme ils ont déjà expérimenté, ils peuvent être tant garants de la bienséance que garants du respect des règles du jeu, que dans la facilitation. Et donc ce sont dans ce cas-là des alliés. Mais à mon avis, voilà, on devient maître du jeu par la force des choses en étant dans ce changement de posture, en fait. Et on peut aussi proposer à ces étudiants de devenir à leur tour maître du jeu si c'est une compétence qui peut être intéressante à développer. Oui. Et donc... Oui, vas-y, je laisse finir. Votre caméra n'est pas fixée, juste en bug. Non, et puis si on revient dans le cadre du jeu de rôle pédagogique, si on reste sur le jeu de rôle, c'est en effet peut-être plus sympa avec un maître du jeu. J'ai pas de bagage en termes de jeu de rôle qui pourrait se jouer sans maître du jeu. Oui, après, ça devient avec une application. Enfin, il y a forcément un moment où il y a système d'automa. Vas-y. Oui. Merci. Donc en fait, pour la question, doit-il avoir un maître de jeu? Alors une fois de plus, c'est sur le doigt là que est-ce que c'est une nécessité d'avoir un maître de jeu pour un jeu de rôle pédagogique? Pas forcément. Donc déjà, pas forcément, c'est pas l'enseignant qui est forcément le maître de jeu. Ça peut être un étudiant, une étudiante. Et on a des jeux de rôle sans maître de jeu qui existent. Il y a des systèmes de règles avec des jeux narratifs, donc c'est ce que j'ai recherché pour en avoir un peu plus. Il y en a pas, il en existe pas mal, mais j'en ai pas fait tant que ça. C'est ça. En recherchant, j'ai pas réussi à en retrouver. Polaris et Fiasco. Alors j'arrive pas à retrouver si c'est l'âge des Titans ou le secret des Titans ou les Titans en balade. C'est un truc avec Titans. Et on pourra le faire parce que il n'est pas très très long. Et donc, il existe des systèmes de règles sans maître de jeu. Toutefois, pour en avoir fait un petit peu, ça a de la valeur. Donc, c'est des systèmes où on a un consensus narratif qui s'établit entre les joueurs. Où des fois, il y a un MJ, mais voilà, la décision, elle est partagée, ce qui fait que c'est un petit peu moins... il est un petit peu moins présent. Toutefois, ça nécessite une expérience de rôliste
préalable. Mhm. Et donc, partir comme ça, à froid, sur du jeu de rôle narratif, sans avoir un peu un guide qui va pouvoir, au niveau de la dynamique des échanges, au niveau de la cohérence aussi de la narration, remettre du cadre, c'est compliqué. Et C'est pour ça que je dis que c'est quand même plus sympa d'avoir, à mon avis, un c'est ça. maître du jeu, mais j'avais mais pas, ça peut être un... Voilà, j'avais pas de contre-exemple en fait. On a aussi un exemple de, je crois, Nicolas, qui nous dit que Iron Sworn est fabuleux comme jeu de rôle solo et c'est un jeu qui fait travailler l'imaginaire. Oui. Ouais, C'est dans le vrai cadre d'une modalité solo, en fait, oui, je pensais en équipe, mais peut-être que oui, en effet, dans le cadre d'une modalité solo, c'est Ouais. plus évident de se projeter sans Il y a maître des- du jeu. Et il y a il y avait une vieille version, je crois que c'était de Rollmaster, où il y avait un maître de jeu en automa qui existait aussi. Mais de fait, ça nous a amené à avoir une énorme, comment dire, une énorme interprétation collective Mm. qui était lieu à un peu un concours de mauvaise foi pour avoir l'issue qui nous était le plus avantageuse. Mais c'est pas impératif. C'est pas impératif et ça peut parfois gêner de se dire on va travailler avec du jeu de rôle, mais il y a quand même un des étudiants et étudiantes qui travaillera différemment ouais. et un peu plus peut-être même que les autres. Enfin, il y a une responsabilité qui est différente, quoi. Ouais, ou qui s'engagera peut-être moins dans le jeu et donc aura plus l'impression de subir aussi sa séance parce que il ne peut pas être acteur des Oui. décisions, mais plutôt être dans la lecture ou être garant de la narration. Mm. Euh, c'est peut-être pas tout à fait un jeu de rôle, mais à mon avis, on se rapproche. Je pense au jeu Robin des Bois, où en fait, on a quelqu'un qui lit et qui Mm. nous regarde jouer et qui est pas investi dans le processus de décision des actions. Ouais, alors après, peut-être la question des profils de joueurs où tu peux trouver un vrai plaisir. Mais à voilà, lire, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut. Ça peut être un peu plus bancal si on impose le rôle de lecteur à une personne. C'était quoi ça? C'était la question des vertus pédagogiques du jeu de rôle. D'accord. Elle s'inscrit, la question à laquelle on vient de répondre. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup à vous pour ces Merci à réponses. toi. Merci à vous dans le public pour vos réactions et merci Lucie et Arthur en régie. Donc ça, c'est toutes les questions qui ont été posées pendant le bootcamp. On espère que s'il y a donc les apprenants du bootcamp qui sont passés par là, qu'on a répondu à vos questions. Et si vous n'étiez pas, un participant de la formation, que ça vous a également éclairé. Est-ce que je peux faire une page Tu publicitaire? peux faire une page publicitaire. Petite page publicitaire. Donc, on est en train de finaliser les dates des prochains bootcamps. Donc, lors du prochain Gaming Live, vous aurez toutes les informations et peut-être même un petit peu avant sur le site. Donc, il y aura un bootcamp certainement autour du mois d'octobre sur la même modalité. Et on aura, ce sera la grande surprise, sur le premier semestre de 2025, là, donc le deuxième semestre de l'année universitaire, un bootcamp niveau 2, Ouais. un bootcamp avancé, puisqu'on a En fait, on a suffisamment de. voilà, de personnes, et puis il y a Ouais. une demande d'aller plus loin, parce que voilà, une semaine suffit pas forcément. Et également, donc, dans les éléments un petit peu publicitaires, on aura une version internationale qui sera faite en anglais et plutôt en mode université d'été, en juin, parce que l'été arrive très tôt en Normandie, comme tout le monde le sait. Et également, dans le dernier élément de page publicitaire, donc les journées ludopédagogiques qui auront lieu les 5 et 6 décembre prochains à Caen. Donc l'appel à contribution est toujours ouvert et il reste un mois quasiment, littéralement un mois pour pouvoir produire. Et donc, n'hésitez pas à contribuer, partager et liker. Voilà. Abonnez-vous. On se quitte sur ces bonnes nouvelles. On se quitte sur ces bonnes nouvelles et comme d'habitude, le replay sera disponible sur la médiathèque pédagogique. Un grand merci à tous et passez une bonne semaine. Et le prochain live est le 20 juin à 12h30. Au revoir, bonne journée. Merci.